Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. On est ravis de vous retrouver bien entendu et on est encore plus heureux parce que ça y est, les playoffs sont là. Comme je le disais ce matin à mes camarades, j'ai beau le savoir, chaque année j'ai l'impression de me prendre une gifle au moment où les playoffs commencent, tellement l'intensité est différente, tellement on a le sentiment qu'il y a ce sentiment d'urgence un petit peu de part et d'autre et tellement le niveau de jeu s'élève. Il y a eu 2 journées de playoffs qui ont été jouées durant le week-end. On est revenu un petit peu ce matin dans le CQFR. Alors si vous n'avez pas encore écouté, je vous réexplique un petit peu le principe du CQFR. C'était un papier qu'on faisait à l'écrit sur Basket Session. Et depuis une semaine maintenant, on vous en offre une version audio ou vidéo en fonction de ce que vous préférez, là où vous préférez nous suivre, de manière à revenir vraiment à chaud dès le matin sur l'actualité de la nuit. CQFR, c'est ce qu'il fallait retenir de la nuit en NBA. Présenté par Shai Mamou, Antoine Pimel, mes 2 acolytes que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. Donc voilà, vous les avez déjà revus ce matin, Shai et Antoine, pardon. Mais voilà, dans le podcast, l'idée, ça sera de manière à vraiment démarquer les choses. On essaiera d'aller plus en profondeur encore, de manière un peu plus analytique, peut-être un peu moins à chaud que ce qu'on peut faire dans le CQFR. Malgré tout, vu la richesse du week-end, on est encore plein d'émotions et plein d'enthousiasme. On n'est pas encore trop fatigué, même si Shai et Antoine ont les yeux un peu cassés. Tous les deux, quels sont les premiers enseignements, ou du moins les choses qui vous ont le plus marqué durablement sur ces 2 premières journées de play-off du week-end? Il y a, comme tu as dit, c'est bête et basique, mais le fait que c'est un animal différent, comme ils disent les Américains, les playoffs, c'est vraiment pas la même chose. Là, tu sens que l'enjeu est différent. On avait eu un petit avant-goût avec le play-in parce que là, les mecs jouaient leur peau, mais là, tu sens quand même que sur l'intensité, le niveau de jeu, tout est sur une autre dimension. Donc, rien que ça, déjà, c'est comme tu dis, chaque année, on oublie un peu parce que la saison est longue. Et là, les premiers matchs, le premier week-end déjà, boum, on se prend des surprises, des performances étonnantes, des choix tactiques. Donc rien que ça, déjà, je trouve que c'est un bon. C'est ce qui m'a déjà marqué tout de suite. Et après, si on prend par peut-être ce qui est le plus récent, un des derniers matchs, c'était le match entre les Grizzlies et les Lakers. Je pense qu'on s'attendait tous plus ou moins à ce que si les Lakers gagnent, ce soit avec du LeBron, du Anthony Davis, etc. Et je crois sur le chat ce matin, et on se disait, bon, Austin Reeves, quand même, le gars sait jouer au basket quand même. Et c'est la façon dont il a pris feu à la fin, là, avec ses 14 points en 9 minutes, sa façon de gueuler sur les gens, presque de se la raconter un peu, mais ça a fait du bien, et ça a fait beaucoup de bien aux Lakers. Sa performance et tout ce qu'il apporte sur le terrain, ça a permis justement d'apporter autre chose à ces Lakers qu'on limite un peu à tort ou à raison à LeBron et à Anthony Davis. Donc voilà, moi j'ai quand même, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé sa prestation et ce qu'il a apporté, même si ça a été au détriment des Grizzlies que je suis le seul à soutenir dans la rédaction. Le pauvre chat isolé. Sachant que pourtant dans la rédaction, il n'y a pas beaucoup de fans des Lakers. C'est pour ça que je vous en veux. Vous arrivez à être contre les Grizzlies et plus pour les Lakers. Moi, je suis pas contre les Grizzlies. On en avait parlé à plusieurs reprises durant la saison. Je trouve que c'est une équipe pleine de talent. Mais j'avoue qu'ils m'ont un peu fatigué là sur la fin d'année. Je comprends. Ils m'ont un petit peu fatigué dans l'attitude, mais je suis un hater. J'ai pas peur de le dire que les Grizzlies perdent. Vous envoyez les mails d'insultes directement sur la il m'a déjà demandé de préparer mes excuses et mon analyse sur l'élimination des Grizzlies. Non, par contre, si je suis très honnête, je pense que quand même les Grizzlies ont une vraie belle équipe. Et que cette série est loin d'être terminée. Moi, c'est aussi le match qui m'a le plus marqué. C'est quelque part aussi celui qui m'a fait le plus vibrer parmi ceux que j'ai vus. Ce qui m'a marqué, notamment chez les Lakers, tu parlais du play-in. On avait vu, c'est vrai, le play-in, il y avait déjà eu une différence d'intensité. Par contre, il n'y avait pas vraiment eu de maîtrise du côté de Los Angeles, je trouvais, sur le match contre Minnesota, qui finissent par gagner. Alors que là, par contre, j'ai senti une forme de maîtrise. Alors, pas complète. On n'est pas à l'échelle de ce que peuvent proposer les Bucks, les Celtics ou certaines très grosses équipes. Mais il y a eu une forme de maîtrise, pas de panique quand Memphis repasse devant en début de quatrième quart-temps.
Mais surtout, en fait, le truc qui m'a le plus marqué, et Théo, d'ailleurs, par WhatsApp, je vous dévoile un peu, avait commencé à nous le dire, c'est la répartition des rôles, en fait. C'est ce qui m'intéresse presque le plus, là, chez ces Lakers, c'est de voir l'espèce de shift qui se passe avec, donc tu parlais d'Austin Reeves, c'est devenu, je pense, leur meilleur joueur de pick and roll. C'est fou à dire quand il y a LeBron James dans ton équipe. J'ai l'impression... Alors, meilleur joueur, c'est toujours un peu spécial, mais il est plus vif que LeBron à cet âge-là, bien sûr, et du coup, il est plus tranchant, il provoque énormément de fautes, c'est le mec qui provoque le plus de fautes, et en fait, il s'affirme plus ou moins comme, il faut prendre des gros guillemets, mais le patron balle en main, notamment en fin de match, c'est ce qu'on a vu, et ça m'intéresse, cette répartition de rôle, parce que je me dis jusqu'où ça peut mener Los Angeles. En fait, qu'est-ce que ce gars-là, qui a donc gueulé AMI, mais c'est vrai qu'il dégage une confiance folle, la confiance qu'il dégage, la passe dans le dos pour Hachimura en plein money time, après la feinte, les 3 points, les pénétrations, tout ce qu'il dégage, je me dis, mais ce gars-là, quelle dimension en fait il peut donner aux Lakers sur cette campagne de playoff. Et ça, franchement, c'est ce qui m'intéresse et ce qui m'a le plus marqué de ce match. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Antoine. Moi, ce que j'ai trouvé saisissant en fait dans ce match-là, c'est que bien sûr, on retient le 4e quart-temps d'Austin Reeves, mais en fait, cet état de fait, ça a été dès la première minute du match en fait. J'étais épaté de voir la manière dont LeBron jouait et voilà un peu. On se le mettait dans les commentaires comme une espèce de role player de luxe. À un moment, j'avais l'impression que c'était une espèce de version XXL de Nicolas Batum. C'est-à-dire qu'il recevait la balle à 3 points, il la rendait très très vite, comme s'il voulait pas, il préférait être en bout de chaîne ou être une espèce d'accélérateur de jeu collectif plutôt que créateur. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que ça n'a pas été simplement dans le 4e quart-temps, c'était dès l'entame du match. Et on le voyait porter beaucoup d'écrans, des écrans même sur les joueurs qui n'avaient pas la balle pour libérer les autres. Il était vraiment un acteur du fond de jeu et du collectif de Los Angeles. Connaissant le personnage, on sait que ces choses-là, c'est peut-être l'un des joueurs au QI basket le plus élevé qu'on ait vu depuis 25 ans sur un terrain. Donc tout ça, c'est très réfléchi. Et je me suis posé la question de savoir dans quelle mesure, finalement, il n'avait pas entamé ce match-là en se disant qu'il allait essayer de procéder comme ça et de voir si ça fonctionnait, si les Lakers marchaient. Ça marchait très bien. À un moment, ils avaient même pris, plusieurs points d'avance en première mi-temps. Avant qu'Anthony Davis ne se blesse, les Lakers étaient partis à fond la caisse. Et c'était vraiment intéressant de le voir jouer comme ça. Moi, c'est la première fois que je voyais LeBron jouer dans ce rôle-là. Et vraiment, ce qui a été passionnant, c'était de voir comment certains joueurs ont pu se mettre en valeur. Et forcément, Austin Reeves, effectivement, je te rejoins, Antoine, sur sa capacité à jouer dans le pick and roll, notamment. Moi, ce que je trouve le plus impressionnant, finalement, pour un joueur relativement jeune, c'est la patience dont il fait preuve quand il joue le pick and roll, en fait. Il joue le pick and roll, mais il n'arrive pas à pleine vitesse. Il regarde ce qui se passe. Alors, je ne vais pas comparer à Jimmy Butler, mais il me faisait un petit peu penser à ça dans les meilleurs moments, dans la patience, en fait, dans sa manière d'attaquer le cercle, voir vraiment si le grand le suit ou pas, voir s'il doit continuer à attaquer ou ressortir le ballon. Il y avait une maîtrise qui était épatante quand même pour un joueur aussi jeune, voilà, qui n'est pas un joueur star en NBA, clairement pas, et qui joue ses premiers playoffs. Souvent, on peut se dire, bon... Finalement, la performance de Rui Hachimura m'a moins étonné parce qu'en fait, il rentre, il met son premier, il en met un deuxième, il en met un troisième. Derrière, il y a une espèce d'euphorie. Mais c'est pas. Je peux pas dire que ce soit que Rui ait fait un match tout en contrôle. Il a fait un match extraordinaire d'adresse. Mais dans le cas d'Austin Reeves, moi, c'est vraiment son contrôle et sa maîtrise. Et effectivement, l'exemple le plus parfait, c'est l'espèce de la passe dans le dos qu'il fait quand il prend la ligne de fond sur la fin là, pour servir à Hachimura. Tu dis, mais ça, c'est Steph Curry, je sais pas, c'est les joueurs qui ont du ballon, qui ont de l'expérience, qui peuvent se permettre un geste comme ça. Alors que le match n'est pas encore plié du tout. Enfin, il y a encore la place pour que Memphis puisse revenir à ce moment-là. Mais il est sur un degré de confiance. À voir si c'est irrationnel ou pas, parce que là, s'il confirme, après, c'est plus irrationnel, mais qu'il ait autant de confiance pour tenter ces choses-là dans des matchs à aussi fort enjeu et aussi forte intensité, ouais, c'est qu'il. Puis il a la réussite qui va avec cette confiance, justement. Le ballon qui rebondit plusieurs fois sur le panier avant de rentrer, là, il est ultra important, ce panier aussi. Je crois que c'est juste après celui-là qui va gueuler près du banc. Mais juste pour revenir à ce que tu disais sur LeBron, à un moment, je me suis demandé si c'était vraiment volontaire ou pas, si c'était son plan dès le départ, parce que je le trouvais... Alors, emprunté, c'est un bien grand mot, parce qu'on parle de LeBron quand même, il est capable de... Mais je trouvais que même ses passes, elles étaient un petit peu, un peu molles, il a perdu des ballons un peu faciles. Je me suis demandé s'il s'est pas dit... bon, je suis pas dans un hyper grand soir, c'est pas le genre de soir où je vais mettre mes 40 points. De quelle manière est-ce que je peux optimiser ce que je peux apporter à l'équipe? Et là, effectivement, il a fait tout ce que tu as décrit et de façon parfaite en défense. Alors, pas forcément sur de l'homme à homme, mais sur l'intelligence, le QI défensif, il a été excellent. On l'avait pas vu aussi bon, je trouve, depuis quand même, aussi impliqué en tout cas depuis pas mal de temps.
Il a Et tenté ça a payé. énormément de contres en deuxième rideau, notamment. En deuxième rideau, Il en a ouais. mis un magnifique. Il y en a d'autres qui ratent, Ouais. mais où il vient quand même. Il fait l'effort de venir en deuxième rideau, même si effectivement, Shai, comme tu disais, sur l'homme, c'est bon, voilà, c'est normal. Le mec, il a 38 ans, on ne verra plus le LeBron tel qu'on l'a connu, mais dans le deuxième rideau, effectivement, hyper actif. Mais, Ouais, mais ce qui est Pardon, vas-y, Shai, vas-y. Non, justement, j'allais confirmer ce que tu disais, et puis j'allais revenir sur le fait qu'il y a une relation sympa qui s'est créée entre LeBron et Austin Reeves. Mais elle n'est pas que en dehors du terrain, parce que bon, ils nous l'ont joué en dehors du terrain. Je le savais que c'était un bon. Dès le premier jour du training Dès le camp. premier jour du training camp, Reeves, quand il avait 14 ans, il postait quand même des trucs anti-LeBron primaire. Donc c'est marrant pour la fameuse narration chère à LeBron. C'est très bien qu'il y ait un mec comme ça qui émerge aussi et dont il peut revendiquer presque la paternité comme il aime bien le faire aussi. Voilà, je te laisse, Antoine, poursuivre sur ce que tu voulais dire. Non, mais j'aime bien, c'est bien, tu m'as lancé sur le rapport entre LeBron et Reeves. Il y a quand même une forme de confiance. Peut-être que LeBron est plus en paix qu'il ne l'a été pendant des années. Je veux dire, sa carrière aujourd'hui, elle est actée. Qu'il gagne un titre de plus ou pas, les gens continueront de débattre éternellement de toute façon, mais LeBron, sa carrière, elle est légendaire à tout jamais. Je pense qu'il a peut-être voilà, comme je disais, une forme de paix intérieure. Il a toujours fait confiance à ses coéquipiers, mais pas toujours de cette manière, en fait. C'est-à-dire qu'il a toujours lâché des ballons pour des tirs, ok, ça oui, mais laisser autant de création à quelqu'un d'autre, il l'a jamais fait. Parce que c'est pas que Austin Reeves, au final. Quand Dennis Schroeder, il rentre, souvent, Schroeder, il peut jouer ses actions. Il y a une forme... comment mettre le doigt dessus d'ouverture d'esprit presque, que je trouve très intéressante en fait de la part de LeBron, parce que même pour lui, déjà, ça veut dire plus d'air frais, plus d'énergie, plus de rythme pour les Lakers, plus de joueurs qui sont susceptibles de se mettre en confiance, et il y a toujours de toute façon cette opportunité, cette possibilité à un moment de se dire bon là ça marche pas, bon bah c'est moi qui vais prendre la balle et je vais faire les choses, et il y aura des matchs comme ça, Après pour nuancer légèrement, parce que là on pourrait tenter de dire waouh, les Lakers, il y a quelque chose qui se crée, et c'est peut-être le cas, j'ai l'impression quand même qu'ils vont souvent avoir besoin d'adresse extérieure. Ils n'en ont pas eu en première mi-temps, ils ont quand même réussi à tenir. Ils jouent contre une équipe qui est mauvaise à 3 points. Les Grizzlies sont mauvais à 3 points. Les Grizzlies ne vont pas punir les Lakers comme le feront d'autres équipes. Alors les Lakers ont une très bonne défense, mais bref, tout ça pour dire que le 3 points est très important. Les Lakers en ont mis en deuxième mi-temps, pas en première. Ils ont réussi à tenir parce que voilà, les Grizzlies n'ont pas non plus pris feu derrière l'arc. Mais si à un moment il y a d'autres tours contre d'autres adversaires, faudra mettre dedans. Et est-ce que tu fais confiance à Hachimura pour continuellement mettre 5 sur 6? Est-ce que Troy Brown Jr., c'est bien ça, ouais. Désolé pour la prononciation. Présent. Ouais, je sais pas trop à quoi il sert le pauvre, mais est-ce que lui il va mettre des 3 points? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, je pense que ça risque d'être un peu une petite limite des Lakers. Le système, le mode de fonctionnement comme tel est intéressant, mais est-ce qu'ils auront toujours l'adresse ou le talent pour pouvoir tourner aussi bien? Je ne suis pas sûr. Mais il y avait beaucoup de choses intéressantes. C'est ça les clés. Pardon, non, juste pour les clés, c'est ça, c'est le supporting cast qui met ses shoots, et Anthony Davis parce qu'il va être sollicité. Davis, ils vont l'attaquer encore, les Grizzlies. Ils l'ont par la force des choses. Alors là, ça n'a pas été un bon choix parce qu'ils se sont mangés 7 contre et qu'ils n'ont pas été très 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 bons de ce côté-là. Mais ça va le mettre à l'épreuve physiquement aussi, et on sait que c'est un des périls pour les Lakers. Donc la réussite du supporting cast et Davis, c'est des clés pour moi pour la suite. Non, c'est intéressant tout ça, parce que en fait, moi, l'autre aspect du jeu que j'ai trouvé vraiment intéressant du côté des Lakers, c'est quand même leur défense. Et notamment Austin Reeves, on a parlé de sa qualité de jeu en attaque, mais défensivement, je l'ai trouvé très bon. Notamment dans son duel avec Desmond Bane. Il y a un moment où Desmond Bane prend un écran et Austin Reeves arrive à faire le tour de l'écran pour passer derrière et il le contre par-dessus au moment du tir de manière hyper propre. Et en fait, j'ai trouvé que les Lakers avaient réussi à vraiment perturber le jeu offensif de Memphis en étant extrêmement agressifs et en n'acceptant pas de subir simplement, notamment sur tout ce qui était pick and roll. Je les ai trouvés vraiment hyper vaillants en fait, dans le fait de suivre le plus vite possible les écrans, essayer de surpasser si c'était possible. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, on sait que l'adresse à 3 points sera un facteur énorme pour Los Angeles. On sait aussi que si tu as Eddie et LeBron, des shooters et de la défense, tu peux espérer aller loin. Et donc, autant l'adresse d'un match à l'autre, ça peut fluctuer, autant défensivement, j'ai trouvé ça vraiment encourageant pour la suite pour Los Angeles.
Là, effectivement, on ne peut pas parier sur le fait que Rui Hachimura refasse une perf comme ça. Par contre, il y a quand même d'autres shooters potentiellement dans cette équipe qui peuvent faire l'affaire. Peut-être pas avec ce degré de réussite, mais ça reste intéressant pour Los Angeles. Surtout si Ja Morant devait manquer des matchs. Parce qu'en fait, il a dû sortir, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais en fait, il avait déjà la main bandée. Il est tombé d'une chute assez impressionnante là, en faisant un passage en force. Il s'est éclaté en gros les doigts au sol. Cette équipe de Memphis est forte, même sans Ja Morant, mais je ne pense pas qu'elle puisse aller plus loin sans Ja Morant. Je pense que on en parlait un peu ce matin. Bien sûr qu'ils auraient pu gagner ce match-là sans lui. Mais je pense qu'il est essentiel au fait que cette équipe puisse vraiment aller loin. Memphis ne pourra pas se passer de lui trop longtemps. Ça va être difficile, mais j'ai quand même envie de le voir. Là, Tyus Jones de titulaire, ça a toujours donné des choses incroyables avec Memphis cette année. Il n'y a pas de suspense si Ja Morant n'est pas là. Il sait que c'est lui qui va avoir les clés du jeu. En saison régulière. Voilà, en saison régulière. Ah ouais, je suis d'accord. C'est vrai. C'est pour ça que c'est un vrai challenge. Hein, mais je pense que c'est le type d'occasion où il doit justement montrer que c'est un meneur titulaire de NBA et un mec qui est capable d'être le chef d'orchestre d'une équipe qui est numéro 2 à l'Ouest et qui veut aller loin. Donc c'est un handicap évidemment énorme, mais je trouvais pas Morant très très bien, particulièrement bien sur le match, même avant sa blessure. Donc en tant que les Lakers sont très bien Jones, ouais, parce que quand même j'ai trouvé que Ja Morant avait été bon au moment où Memphis est repassé devant, en fait. Parce que justement, là, il n'y avait pas vraiment de solution. Il y a un moment où il met 6 points de suite, un truc comme ça, je crois, 6 ou 8 points de suite quasiment pour son équipe. Et c'est un peu le déclic du côté de Memphis. Pour Tyus Jones, c'est un super joueur. Je suis totalement d'accord avec toi. La difficulté, effectivement, en playoff, c'est qu'on sait la qualité des coaching staff et la manière dont ils sont capables de mettre en place des plans de jeu. Ça sera aussi un vrai test aussi pour le coach de Los Angeles, qu'on n'a jamais vu en poste de head coach sur des séries au long cours, quoi. C'est pour ça, quand même, que je trouve ça inquiétant pour Memphis. Cet aspect-là. Ouais, ça se tient, on verra bien. Mais... Pour Darvin, honnêtement, je trouve vraiment qu'il fait du super boulot. J'aime beaucoup ce coach. Depuis même les premiers matchs de la saison, quand ils ont commencé à 2-10, je trouvais qu'il y avait quelque chose dans les propositions qui moi me parlait, que je trouvais intéressant. Et encore jusqu'à maintenant, je dis pas que ça sera un Erik Spoelstra ou un Greg Popovich, hein, loin de là. Je pense que de toute façon c'est dur de s'inscrire à Los Angeles, aux Lakers de la même manière que d'autres coachs, mais je trouve que ce qu'il propose est intéressant, là, ce qu'il propose avec son groupe, la manière dont il développe ses joueurs, la manière dont il les fait défendre. Morant, il a effectivement eu un bon passage, mais Jared Vanderbilt, il a quand même super bien défendu sur lui. Il y a plein de moments où Morant, on l'a pas vu en fait. Notamment en allant le chercher très haut, en le pressant très haut, parce qu'on voit quand même rarement à ce niveau-là. Ouais, il n'a pas eu peur. Le gars n'avait pas peur de se faire déborder. Et en fait, moi, je suis comme toi. Je pense que les Grizzlies, en playoff, ils ont vraiment besoin d'un gars comme Morant parce que c'est là où les individualités se mettent le plus en valeur et tu as vraiment besoin d'un gars qui est capable de faire la différence. Et les Grizzlies, avec c'est pas la meilleure attaque du championnat. Tu as besoin d'un mec qui met de la percussion. T'as besoin. Alors, par contre, je suis d'accord avec Shai. Je pense qu'avec Tyus Jones, ça peut gagner des matchs, je ne vais pas juste dire un match, ça peut gagner des matchs, mais j'ai l'impression que ça ne peut pas gagner une série. On l'a vu l'an dernier, de toute façon, l'absence de Morant, à quel point ça a été préjudiciable pour les Grizzlies sur la série contre les Warriors. Malgré tous les défauts que peut avoir Morant, ou sa défense, ou certaines choses comme ça, sa percussion est essentielle, ça donne le rythme, ça met le ton. Par contre, honnête, je pense qu'il sera là. Je pense que dès le Game 2, il est là. Il y a Jaren Jackson Jr. notamment qui a dit non mais écoutez pas ce qu'il vous dit, il se sent très bien, il aime bien créer une histoire pour les journalistes. Moi j'ai vu la chute, elle est vilaine, c'est sûr. Il était déjà blessé, mais c'est comme Antetokounmpo, je pense qu'au max ça rate un match quoi. Ouais, mais même un match. En fait, un match pour Memphis, c'est trop, quoi, déjà. Ouais, ce qui est fort pour Los Angeles, c'est que finalement, ils ont totalement inversé la pression, en fait. Parce que là, de toute façon, ils ont déjà rempli leur job en étant l'équipe la moins bien placée. Tu veux au moins prendre un match à l'extérieur, ça c'est fait. Derrière, le prochain match, il devient tout de suite crucial pour Memphis, sachant qu'ils ne sont pas sûrs effectivement d'avoir Ja Morant. Donc c'est intéressant, ne serait-ce que psychologiquement, je trouve, la manière dont la pression s'est totalement inversée au bout de ce match, quoi. Et c'est un match, par contre, sur lequel les Lakers ont intérêt à ne pas se relâcher, parce qu'ils n'ont pas toujours cette force de régularité. Et là, pour eux aussi, c'est un bon test, au final, ce game de se dire, non, mais on est sérieux, apparemment, on parle de titre, on aspire à aller loin, on a besoin, si on gagne ce match, la série, elle est plus ou moins pliée,
on y va, quoi. On se remet dans le mode. Ça va être intéressant de voir comment les premières minutes du match. Ouais, Les 15 premières du match. J'ai hâte de voir comment les Lakers vont réagir durant les 15 premières. Ouais. Je vous propose qu'on reste du côté de Los Angeles et des équipes qui ont créé la surprise avec les Clippers. On en parlait un petit peu ce matin dans le CQFR, derrière un énorme Kawhi Leonard, un Kawhi des grands jours, quoi. Le Kawhi qu'on a connu, qui a réussi à aller prendre ce premier match à Phoenix. Alors moi j'ai 2-3 trucs en tête, mais vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première confrontation, donc la première défaite des Suns avec Kevin Durant cette saison? Je retiens que la victoire est méritée déjà, ça paraît pas si... Parce que au final, on pouvait s'attendre, les matchs à l'extérieur comme ça, tu peux te dire sur un petit hold-up, ils s'accrochent et puis ils surprennent dans le 4e, etc. Je trouve que les Clippers ont vraiment bien construit la victoire, même si à la fin c'était serré, que tous les voyants montrent que c'était vraiment très bien préparé de la part de Tyronn Lue, et que pour les Suns, ce sera pas aussi facile que ça en avait l'air pendant la saison régulière où l'équipe gagnait tous les matchs avec KD et puis ça paraissait, on aurait cru qu'il était là depuis 6 mois. Au final, ils ont quand même du boulot pour résoudre quelques problèmes qui sont plus problématiques justement en play-off, c'est-à-dire la profondeur de banc où je sais qu'Antoine t'en avait déjà parlé de ça, du fait que ça manque un peu peut-être de percussion et de mecs qui met le feu en sortie de banc. Je ne les ai pas trouvés extrêmement bons au rebond. Enfin, sur la fin de match, ils ont vraiment galéré pour prendre les rebonds justement qui auraient pu leur permettre de gagner. Toutes ces choses-là, j'ai été vraiment extrêmement surpris en positif par les Clippers. On en a parlé ce matin de Westbrook. Donc je répète, je ne suis pas son premier fan, mais je les trouve incroyables et très contagieux. Ce que je retiens, c'est que ce ne sera pas du tout facile pour Phoenix, c'est que ça ne peut pas être un long fleuve tranquille comme ça tout de suite. Il y a du boulot et c'est un défi intéressant qu'ils vont devoir relever déjà dès le match 2 pour sortir déjà de cette situation pas si facile. Moi, je parlais un peu de Kawhi. Kawhi Leonard, je crois que c'était dans un podcast, il me semble que ce n'était pas dans une late session, mais bien dans un podcast que j'avais... Alors, ceux qui nous suivent depuis un moment savent que je suis un grand optimiste des Clippers. Mais paradoxalement, dans un podcast, je crois que j'avais dit que ce qui me faisait un peu peur pour les Clippers, que j'avais très confiance, je trouve toujours que c'est l'équipe la plus profonde de la ligue, etc. Par contre, j'avais peur que Kawhi Leonard, physiquement, soit un ton en dessous de ce qu'il a pu l'être lors de ses plus grandes campagnes de playoff. Alors bon, je pense effectivement de toute façon ça l'est parce que forcément il revient de blessure, mais j'avais peur, disons, qu'il ne soit pas suffisamment fort physiquement pour toujours faire la différence. C'est-à-dire que les Américains appellent ça donc avoir un edge, c'est comme ça qu'on le dit, genre un espèce d'avantage. Pour Kawhi Leonard, c'est pas le joueur le plus smooth de la ligue, le plus fluide, c'est un mec qui va des fois jouer vachement sur son corps, sur sa puissance, sur sa taille, sur ses longs bras. Il a besoin d'être en grande forme physique pour faire la différence. Et je trouvais, sur certains matchs de saison régulière, qu'il lui manquait peut-être un poil cette puissance qu'il pouvait dégager par moment sur certaines campagnes de play-off. Et sur ce premier match, et même l'enseignement, en réalité, c'est déjà aussi un peu sur la fin de la saison régulière, et ça se confirme avec ce premier match, j'ai l'impression quand même qu'on va avoir effectivement du grand Kawhi. Du Kawhi qui est capable physiquement de dominer ses vis-à-vis. Là, c'était quand même Kevin Durant en face de lui. Il met 38 points. Il fait la différence quand il faut. Je ne dis pas qu'il le fera tout au long des playoffs. Je ne dis pas non plus que les Clippers vont sortir, mais même juste d'après ce match, j'ai pas de doute sur le fait que Leonard et Kawhi est en grande forme. Ouais, c'était vraiment intéressant. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas défendu tout du long sur Kelly. Par contre, c'est lui qui défendait sur lui dans le 4e quart-temps. C'est assez intéressant cette série parce qu'en regardant le match, je me disais, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux équipes. Elles sont toutes les deux très bien coachées. Il y a des stars de chaque côté, des role-players qui savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ce sont deux équipes qui peuvent attaquer, défendre très fort. Et au bout du compte, il y a deux choses, moi, qui m'ont marqué dans ce match-là. C'est d'une part une équipe des Suns qui est redoutable dans le jeu mid-range, et une équipe des Clippers qui est très dangereuse à 3 points. Finalement, ce match-là, il s'est joué pas à grand-chose en termes au scoring final. Le match était très serré, comme tu le disais, Shai, et dans le 4e quart-temps, le score allait d'un côté à l'autre. Et au bout du compte, moi, ce qui ressort pour moi, c'est le différentiel de nombre de tirs à 3 points pris par les Clippers. Je crois qu'ils ont pris plus d'une dizaine de plus que Phoenix, si je me trompe pas. 31 à 19. C'est ça, 31 à 19, exact. Et ça, je pense que c'est vraiment une donnée qui est importante parce qu'en fait, dans
la simple règle mathématique fait que je pense que si les deux équipes arrivent à une espèce d'équilibre des forces, ça peut vraiment basculer du côté des Clippers. C'est l'autre chose que t'allais dire un truc, Non, Anthony, ouais, toi. parce que j'avais aussi ça en tête très brièvement. C'est vrai que moi, il y a un autre point qui m'inquiète sur les Suns au-delà du banc, c'est comment dire, le mid-range. C'est bien d'être fort en mid-range en playoff. On sait que c'est une zone qui est plus ouverte que d'autres zones, mais c'est bien quand c'est pas ton unique point fort. J'ai l'impression que malheureusement, ils sont pas très forts en pénétration. Ils ont personne pour slasher comme va le faire un Morant ou vraiment Booker peser. un peu quand même. Booker un petit peu, mais c'est pas bon, non plus. Mais c'est pas non plus son truc préféré. C'est pas son vrai point fort. Tu vois. Mais oui, il va pouvoir aller provoquer des fautes, mais c'est pas l'atout principal de Devin Booker. Je pense, tu vois, c'est pas un aimant à faute comme va l'être Antetokounmpo ou certains mecs qui vont vraiment créer des décalages. Du coup, c'est une équipe qui risque de vivre et mourir à mi-distance. Et du coup, je rejoins totalement ton point. Ça peut faire un peu peur même pas forcément que sur cette série, mais même après, si jamais les Suns venaient à se qualifier, si on va plus loin, tu peux te dire que c'est quelque chose à exploiter pour les adversaires. Ouais, c'est clair. Après, bon, voilà, c'est aussi un match dans lequel Kevin Durant a été bon, mais il n'a pas été extraordinaire. C'est lui quand même, il a quand même été excellent dans le deuxième quart-temps, le moment où Phoenix revient très fort. Mais effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il hausse son niveau de jeu. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante, finalement, alors pour le coup, c'est vraiment des joueurs de l'ombre, c'est l'apport de Zubac et de Plumlee, en fait. Alors, ça peut paraître un petit peu comment dire, du détail, mais moi, j'ai trouvé que finalement, les Clippers avaient gagné le duel intérieur et que la manière dont Tyronn Lue se sert de ces deux joueurs-là spécifiquement est vraiment hyper intéressante parce que même s'ils sont grands, finalement ce sont des joueurs qui créent du spacing, alors pas par le danger offensif qu'ils représentent, mais par les écrans qu'ils vont porter systématiquement et leur capacité à finir au alley-oop ou aller chercher des ballons très hauts. Et j'ai trouvé que les deux avaient été excellents au rebond défensif, rebond offensif, et que finalement ils avaient vraiment permis de jouer une espèce d'animer le jeu offensif par leur présence. Alors qu'en face, bon, DeAndre Ayton, super fort. DeAndre Ayton est bien plus fort que Zubac et que Mason Plumlee. Mais la question sera de voir est-ce que DeAndre Ayton peut être plus fort que les deux combinés, en fait, sur un match de 40 minutes, enfin de 48 minutes même. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant et très bien vu de la part de Tyronn Lue. J'avoue que quand ils ont pris Mason Plumlee, je comprenais pas forcément pourquoi ils étaient allés chercher ce type de joueur à ce moment-là de la saison. Et là, face à une équipe des Suns, finalement, on voit que derrière DeAndre Ayton, il y a c'est Bismack Biyombo, la seule rotation vraiment intérieure. Ouais, il a joué que 5 minutes. Hein, il joue que 5 minutes, il n'a pas démérité, il n'a pas été mauvais, mais je pense qu'il peut y avoir comment dire, vraiment un avantage de taille au sens littéral pour les Clippers dans cette série. Ouais, mais moi c'est vraiment c'est aussi l'apport du banc. J'insiste un peu parce que je vois pas énormément de solutions évidentes sur le banc des Suns, alors que on en a vu quelques-unes déjà pour les Clippers. Leur banc, ils sont tous en positif sur le différentiel, ils ont tous marqué leurs points. Enfin, Norman Powell, Terrence Mann, Highland et Plumlee, comme tu disais, Plumlee, tu lui donnes les ballons, il ratera pas près du cercle, tu sais qu'il va faire des matchs à 100% et il va prendre ses rebonds. C'est vraiment c'est un soldat. Et ils ont des ressources, les Clippers, ce fameux banc, cette profondeur dont on parle, et elle peut aussi faire la différence en playoff. Les Suns, j'attends toujours de voir, même si la rotation est plus serrée en playoff, j'attends quand même de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer après, parce que sur le papier, au final, ils avaient pris TJ Warren qui était revenu, il joue pas, et les autres joueurs autour, même Terrence Ross, il joue 3-4 minutes, c'est pas assez, quoi. Il n'y a que Shamet finalement qui a joué plus de 20 minutes en sortie de banc, et c'est un joueur qui est capable de mettre des paniers, mais c'est pas assez fort. Et donc quand le reste de l'équipe, quand les titulaires sont pas bien, c'est un peu le bémol que j'ai pour eux. Il faudra que KD soit extraordinaire souvent, que Booker soit Booker souvent, Chris Paul peut-être marque un peu plus, je sais pas. Ça ressemble vraiment, voilà, c'est le souci d'une équipe qui dont la base se connaît pas si bien que ça, malgré le talent extraordinaire dont elle peut profiter. Après, c'était qu'un match. Hein. C'est vrai que oui. Là, je pronostique pas pour autant que les Clippers vont passer à coup sûr, en fait. Mais l'autre élément, et puis j'ai vu que tu allais prendre la parole, Antoine, mais qui est intéressant, c'est finalement, je trouve que c'est mieux pour les Clippers qu'ils sachent
d'entrée de jeu qu'ils n'auront pas Paul George pour toute la série. Ouais. Parce que du coup, tu sais quelle est ton identité de jeu. Tu sais que si tu dois vraiment passer ce tour, tu peux pas te dire ouais, mais peut-être qu'on aura Paul George au prochain match. Tu dois faire avec ce que tu as sous la main. Et je trouve que ça crée une espèce de sentiment d'urgence un petit peu. Et j'ai senti, encore une fois, le match était vraiment serré. Il aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, notamment si Chris Paul avait été plus fort en attaque, parce qu'il a été bon au rebond, il était bon à la passe. Mais offensivement, on parlait du mid-range. Il y a 2-3 paniers comme ça, mid-range, qui d'habitude, tu dis ça c'est du 100% pour Chris Paul. Là, ça tombe pas dedans. Ça peut être juste un match sans. Mais si c'est plus, ça peut. C'est des. Je suis pas du tout paniqué pour Phoenix. Je pense qu'il y a vraiment la ressource, notamment, moi je m'attends à ce que Kevin Durant monte en pression et monte dans son rendement offensif. Mais cette série, elle peut vraiment tenir toutes ses promesses, être plus serrée qu'on aurait pu l'imaginer à la fin de la saison régulière. Moi perso, je l'imaginais serré. Pour me jeter quelques fleurs, pour moi, c'est les deux meilleures équipes de l'Ouest. Même si c'est délicat, parce qu'au final, n'importe laquelle des deux pourrait se faire sortir par les Nuggets ou par les Warriors, soit au tour d'après, soit en finale de conférence, mais dans leur potentiel. Après, les Suns, pour le banc, je pense que Monty Williams, faut qu'il relance Damian Lee, c'est le pivot, Damian Lee. Parce que lui, c'est un guerrier. Ils vont avoir besoin de guerriers, les Suns, en fait. Il y aura des rotations serrées. Ça ne va pas jouer à plus de 7-8 joueurs, mais du coup, il va falloir vraiment se battre. Et même Ayton, tu vois, tu parlais d'Ayton. J'ai l'impression qu'Ayton, il va falloir qu'il ait faim. Faut que DeAndre Ayton, on sait que ce n'est pas le mec le plus heureux du monde d'être à Phoenix. Je pense que là, il faut saisir l'opportunité de... En fait, c'est presque je suis d'accord avec toi, tu vois, sur la clé, il doit manger les deux, mais il va falloir qu'il soit dans l'effort, pas juste dans le talent, tu vois. Pas juste dans le talent, dans le fait que, ok, j'ai des moves, je peux rouler vers le cercle, je peux tirer, je peux mettre des comptes. Non, c'est vraiment dans le hustle, en fait. Il va falloir que chez les Suns, il y ait un espèce d'arrachage permanent, que ça ne peut pas être que juste au récré. Et Kevin Durant, effectivement, va peut-être être obligé de sortir son A-game. Je lance plein d'expressions en anglais. je me dégoûte pour ça, mais soit à son top dès le premier tour. Et quelque part, ça aurait du sens, parce que je pense que, comme je le dis, ils sont face à une très très grosse équipe. Et dès le début, c'est un sacré test. Mais si ça clique et s'ils en sortent vainqueurs de ce premier tour, les Suns, ça peut faire très très mal derrière, même avec le banc, même avec les soucis, etc. Si tu arrives à te sortir d'une situation aussi délicate, d'un premier tour aussi compliqué contre un adversaire aussi fort, je pense que ça peut créer quelque chose pour la suite, par contre. Ouais, d'autant que sur le hustle, moi j'ai trouvé, dont tu parlais, parce que tu disais que Kevin Durant devait sortir son jeu A pour être au top. J'ai trouvé que Devin Booker, défensivement, moi je l'ai trouvé super sur ce match en fait. Et dans la notion d'engagement, ça je trouve c'est énorme en fait. Quand tu as une de tes stars qui se bat sur tous les ballons, qui se jette pour couper un mec de la balle ou limite sauter dans le public pour récupérer un ballon. Derrière, il y a un effet d'entraînement très souvent et ils ont les joueurs pour, en fait. Comme tu le disais, Antoine, ils ont des mecs de devoir. DeAndre Ayton, sur ces notions-là, il a déjà montré. Quand les Suns sont allés en finale, il avait été irréprochable dans l'effort, l'abnégation, etc. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de quoi paniquer du côté de Phoenix. Mais un petit peu comme dans le cas des Grizzlies, le prochain match chez eux, ils peuvent pas se rater en fait. Là, si tu te rates sur le deuxième match, enfin la pression elle est lourde. Ah ouais. Ça serait très rude. Ouais, je vous propose, allez, on reste encore un petit peu sur la conférence Ouest. Un petit mot peut-être sur quand même la première victoire pour les Kings depuis 17 ans en playoff face aux Warriors. Moi, ce match, on en parlait un petit peu, enfin, vous en parliez un petit peu ce matin dans le CQFR. C'était vraiment un match hyper plaisant. Ouais. Je vais prendre la parole pour commencer. Moi, là où j'ai été épaté par les Kings, en fait, c'est qu'ils n'ont pas lâché. Parce qu'à un moment, ils étaient derrière, ils étaient menés au score. Et j'étais pas certain qu'ils auraient les ressources mentales et psychologiques pour revenir accrocher le match et le prendre. Et moi, le comeback des Kings, je l'ai trouvé quand même vraiment impressionnant. Enfin, il méritait d'être souligné, je trouve. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Vas-y, ouais, Charlie. Ouais, non, mais c'est ça, parce que moi, je m'attends toujours à ce que quand une équipe n'a pas disputé une compétition depuis longtemps, quel que soit le sport, quelle que soit la ville, je m'attends toujours à ce qu'il y ait un trop-plein d'émotions et que ça se traduise par parfois un peu des cafouillages et tout ça. Et effectivement, dans ce contexte-là, revenir contre les champions en titre, montrer autant de sang-froid avec le public qui te pousse derrière, etc., tout ça incarné par De'Aaron Fox qui a vraiment...
ça a été le joueur qui a symbolisé ça, ce sang-froid malgré ce manque d'expérience généralisée. C'était hyper impressionnant et je m'y attendais pas honnêtement. J'ai beaucoup aimé voir jouer les Kings cette année, avec cette super attaque, mais je m'attendais pas à ce que dans ce contexte-là, contre des Warriors qui ont plutôt bien joué finalement, ils sont pas passés à côté, ils ont pas perdu parce qu'ils se sont complètement loupés. C'est à la fois très intéressant et très prometteur, et peut-être aussi annonciateur d'une série plus longue que ce que beaucoup pensaient, parce qu'on a vu qu'à un moment, vers la fin de la saison régulière, tout le monde se disait ce serait pas mal qu'on joue Sacramento quand même, parce que ce soit pour des raisons géographiques ou parce que c'est l'adversaire le plus prenable. Et au final, avec ce qu'ils ont montré là, avec ce que Fox a montré là, ils sont pas si prenables que ça aussi facilement. Là, le premier match l'a montré. Comme on le disait ce matin aussi, je suis pas inquiet à outre mesure pour les Warriors qui ont aussi montré de bonnes choses avec un Wiggins qui revenait après une longue absence. Je suis pas inquiet, mais par contre les Kings vraiment enthousiasmants et impressionnants de maturité pour une équipe qui n'a pas joué les playoffs depuis aussi longtemps. Fox qui les a jamais joués, vraiment très très plaisant et très impressionnant. Ouais, pour moi, ce premier match, c'est une grosse confirmation pour De'Aaron Fox dans la lignée de sa saison. On a là la révélation d'un meneur qui arrive à maturité, je pense, à la fois en tant que basketteur et en tant qu'homme. C'est de manière souvent assez liée. Et c'est une belle histoire pour les Kings. C'est beau de voir Sacramento pouvoir fêter. C'est quand même un public très fidèle, malgré tant d'années galères. Et ben voilà, maintenant, ça fait 17 ans qu'ils sont invaincus, qu'ils n'ont pas perdu un match de playoff. Magnifique. C'est beau. Non, c'est vrai que là où je me faisais du mouron entre guillemets pour Sacramento, c'est que je me disais que c'était peut-être une des équipes qui pouvait le plus mettre en difficulté Domantas Sabonis en fait. Et je me disais mais comment est-ce que vraiment les Kings vont pouvoir garder Sabonis sur le terrain, sachant que c'est quand même l'un d'une plaque tournante de leur jeu offensif. Ça n'a pas forcément été le cas tout du long, mais finalement, ils ont trouvé les ressources. Ça, j'ai trouvé ça intéressant du côté des Kings, effectivement. Pour les Warriors, j'ai trouvé quand même que... Alors, ça fait bizarre de dire ça après une défaite, mais que j'ai trouvé ça hyper encourageant, en fait. Moi, j'ai trouvé Andrew Wiggins particulièrement saignant, surtout sur un retour de comme ça aussi long. C'est quand même pas facile. Encore une fois, on en parlait la semaine dernière, mais c'est un mec qui a quasiment jamais manqué de match de sa vie. Et c'est du coup... il en parlait ça après sa blessure, mais qu'il découvrait ce que c'était que de devoir retrouver la compétition. En fait, il n'avait pas ces habitudes-là. En fait, le fait d'être patient avec soi-même, attendre de reprendre son rythme, etc. Là, je l'ai trouvé vraiment très bon. J'ai trouvé que les Warriors jouaient comme les Warriors, avec une assurance dont ils n'ont jamais fait preuve à l'extérieur toute l'année. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ce match-là, finalement, ils ne le prennent pas. Ça se joue à rien. Honnêtement, ça se joue à... le tir de Wiggins qui manque qui était peut-être pas le meilleur tir en fait. Pour le coup, j'ai trouvé que là, il avait manqué un peu de lucidité. Je pense qu'il y avait certainement mieux à trouver pour les Warriors à ce moment-là du match. Même si il a un tir ouvert à 2 points, il peut les mettre, on sait qu'il peut les mettre, mais je pense qu'il y avait certainement mieux à trouver. J'ai trouvé quand même ce match vraiment intéressant des deux côtés. Je pense qu'il veut rien dire sur le fond de la série en fait. Enfin, pour le coup, je pense que les Warriors n'ont pas forcément plus de pression pour aller chercher le prochain. Je pense par contre qu'effectivement, Sacramento, c'est au moins, à coup sûr, ne sera pas sous pression pour le prochain. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient gagner un match devant leur public, gagner un match disputé après avoir été mené en play-off face aux champions sortants. Donc voilà, limite, bien sûr, Sacramento a pris l'avantage numérique au score, mais je pense qu'il n'y avait peut-être pas, outre ce que vous avez souligné, le fait que cette équipe... on savait qu'elle devait être respectée, elle l'a prouvé une fois de plus, et il faudra aller la chercher et la battre. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas forcément de choses, de grands enseignements au-delà de ça à aller chercher du côté de ce premier match. Je ne sais pas si vous partagez ce... Faudra juste que l'enseignement, c'est quand même qu'il faudra que les Warriors arrivent à ce que Malik Monk ne soit pas en feu comme ça, qu'il ne le laisse pas s'exprimer autant qu'il l'a fait sur ce match-là, parce que si tu as en plus ce genre de mec à gérer... par rapport à toutes les armes offensives qu'ils ont déjà, là, 32 points, il va sur la ligne, je ne sais plus combien de fois, mais c'est 14 fois. Puis parfois des tirs compliqués, des actions où c'était assez impressionnant. Mais justement, pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais dire, c'est peut-être ce qui est rassurant en fait, c'est qu'il y a beaucoup de tirs compliqués. Les Kings, les exploits de Fox et Monk change complètement la perspective que ça donne au match en fait. Alors Curry aussi a lâché son... J'allais dire Curry, il a mis des paniers d'un niveau de difficulté incroyable dans le corner, notamment après quand même une belle défense, belle réaction défensive des Kings, mais après c'est Steph quoi.
Ouais, c'est Ouais, ça. voilà, on est plus habitué peut-être. Mais je pense que dans l'ensemble, il y a ce qu'on disait déjà un peu ce matin, il y a quand même pour moi beaucoup de points positifs pour les Warriors. Et je ne serais pas étonné que Golden State gagne là 2 matchs de suite, par exemple. Ça ne me surprendrait pas. J'ai l'impression que Golden State a un peu plus sous le pied pour défendre, notamment. Même Ouais. s'il n'y a pas beaucoup de monde qui va pouvoir stopper Fox dans cette équipe de Golden State, il va falloir que Wiggins soit vraiment en jambes, il va falloir que Gary Payton 2 s'arrache, il va falloir que Kuminga peut-être aille en mission sur lui de temps en temps. Payton, Mais je suis pas sûr qu'il c'est ait la vitesse. le seul que j'ai trouvé assez. J'ai trouvé qu'à Ouais. par moment, il l'a au moins un peu freiné ou gêné, là, parce que les autres, c'était je veux dire, Les autres, c'est c'était impossible. invisible, quoi. Clay, Ouais. il peut plus à ce Ah ouais, stade. Ça va être c'était la. bluffant. Mais dans l'ensemble, je pense qu'ils ont plus les armes pour faire des stops, alors que j'ai l'impression que les Kings, ça va vivre et mourir à 120 points, quoi. Ouais, c'est ça. Juste, vous avez dit Payton, là, mais je me faisais la réflexion en regardant le match. C'est incroyable à quel point c'est précieux d'avoir un role player qui connaît son rôle non seulement à la lettre, mais qui en plus qui est aussi sûr dans son rôle. C'est un truc de malade. En fait, Gary Payton, il tente jamais un tir qu'il peut pas mettre. Et il les met quasiment tous. Enfin, C'est vrai. c'est fou, il n'y a jamais un tir qui sort de son registre habituel, il n'y a jamais une action qui sort de son registre habituel. Il a un rendement que je trouve incroyable. Enfin, je pourrais dire la même chose de Kevin Looney, donc je suis un fervent supporter et fan. Je suis le seul membre, le président et seul membre du fan club de Kevin Looney, mais j'adore les role-players comme ça. Quoi. Je trouve que c'est un kiff à regarder. Mais du coup, ça revient. Enfin, ça permet de se souvenir du fait que les Warriors ont fait un joli coup à la trade deadline en faisant revenir Gary Payton, quoi. C'est une belle escroquerie. Ça me frustre presque parce que dans le late, j'ai misé que les Suns battraient les Warriors en finale de conférence. Je vais retenter un bold statement. Alors, j'ai dit que le vainqueur de Suns Clippers sera en finale, donc je tente plein de bold statements un peu à droite à gauche, comme ça. Mais tu les varies, comme ça, il y en a bien un qui va tomber. Voilà, exact, comme ça, il y en a un qui sera juste. Je pense que les Warriors ont vraiment la place pour retourner en finale NBA, mais genre vraiment, genre pas juste un peu. Il y a un vrai parcours où Golden State va jusqu'en finale. C'est complètement possible, effectivement. Il faudra déjà sortir de ce premier tour, mais je partage ton avis, Antoine, et c'est pas faire offense aux fans des Kings. Oui, notamment non. à mon gars Olivier Richaume, à qui je passe un petit bonjour au passage. Allez, Non, on passe à la conférence Est un petit peu. Yes. Il y avait donc, alors, première victoire sans surprise du côté des Sixers, mais je crois, Antoine, que tu avais repéré des choses intéressantes dans le premier match de la confrontation entre Philadelphie et les Brooklyn Nets. Ouais, je pense que Brooklyn va sortir assez vite, mais par contre, Brooklyn va peut-être vraiment donner la recette en fait aux autres équipes. La recette défensive, notamment pour battre les Clippers, les Sixers, pardon. C'est marrant, ce match, il sonne comme une victoire un peu éclatante pour Philly. Tu vois, ils gagnent de 20 points, il y a tout qui tourne. Tu as James Harden qui parle de match parfait, mais justement, tu sais qu'il n'y aura pas toujours des matchs parfaits. Et j'ai l'impression que le plan... Alors, ils ont défendu beaucoup en zone. Je ne sais pas si c'est forcément la zone que je vois. Par contre, les prises à deux systématiques sur Embiid, je pense que enfin, de toute façon, on le sait depuis des années, mais c'est la clé pour battre les Sixers. Tu vois, autant Jokic, je serais d'avis, je suis désolé, je vais essayer de faire une petite comparaison, je vais essayer de ne pas être trop long. Jokic, je suis d'avis que tu as intérêt à le faire jouer le plus de 1 contre 1 possible parce que tu veux absolument pas qu'il mette les autres joueurs des Nuggets en rythme. J'ai l'impression que la clé contre les Nuggets, c'est que tu laisses Jokic mettre ses 40 points. Ça le prive de son meilleur atout. Du coup, il n'y a que des 1 contre 1. Jamal Murray, il n'a pas d'espace, il est obligé de se créer lui-même ses tirs. Tu vois, j'extrapole un peu. Michael Porter Jr., il est obligé de se créer lui-même ses tirs. Et je prends le pari que Jokic, ok, il va mettre 40 points, mais les autres, ils n'arriveront pas à être aussi adroits que lui 4 matchs sur 7 dans la série. Il y a Jamal Murray, il ne sera pas assez fort ou pas assez physiquement frais pour 4 matchs sur 7 me mettre la misère en plus de Jokic qui me met la misère. Pour Embiid, par contre, je pense qu'il ne faut absolument pas qu'il score ses points. Parce que c'est l'âme de cette équipe. Quand il met 40 points, ça booste tout le monde au niveau des Sixers. Ah, on a le MVP, on a le meilleur joueur. Lui, ça le get going. Il a besoin de marquer. Il aime marquer. Embiid, il aime marquer. Et c'est un truc, ça se voit. Il aime mettre ses points. Bah, tout le monde, mais lui particulièrement, il aime scorer et je pense que ça le frustre quand il a pas ses ballons. Je pense que les prises à deux le frustrent, même s'il a vachement mûri. Je l'ai trouvé très très bon sur les prises à deux d'ailleurs, notamment à la fois à la passe ou à la fois dans sa capacité à, dès la réception, vite se retourner, vite attaquer pour justement battre la prise à deux. Et il finit quand même avec, je check les stats, avec 26 points à 7 sur 15, donc il ne fait pas un mauvais match, au contraire, il fait plutôt un bon match. Mais je pense que
avec des équipes plus fortes, forcer toujours Embiid à lâcher le ballon et aux autres joueurs de faire la différence, de mettre leur tir, je pense que c'est la clé pour battre les Sixers. Là, c'est un match où ils mettent 21 paniers à 3 points en 43 tentatives. Ça n'arrivera pas chaque soir. Je ne suis pas sûr que ça arrive 4 fois sur 7 dans une série. C'est leur record. C'est leur record en play-off pour filer. Ouais. En fait, en forçant Embiid à lâcher le ballon, tu le frustres. Et le frustré Embiid, même si je trouve encore une fois qu'il a gagné en maturité, on sait que c'est quelqu'un qui peut vite se frustrer. 2, tu mets Harden sous pression. Et on a vu que c'est quelqu'un qui, une fois sous pression à un certain stade de la compétition, est capable de bégayer. 3, tu exploites le manque de profondeur des Sixers, c'est-à-dire qu'une fois qu'Embiid a lâché le ballon, bon, il y a quand même du talent, hein. Il y a Maxi, il y a Embiid, il y a Maxi, il y a Harden, il y a Tobias Harris, mais ce n'est pas l'équipe la plus profonde de la ligue, ce n'est pas l'équipe qui a le plus de shooters en NBA, ce n'est pas la meilleure équipe, ce n'est pas l'équipe qui a le meilleur coach pour s'ajuster. Donc moi, vraiment, ce qui se passe là avec Brooklyn, si je suis Boston ou Milwaukee, je regarde attentivement, j'intègre. De toute façon, je pense que Mazzulla et Budenholzer, ils ont déjà leur plan, donc je ne me fais pas de soucis. Et je me dis, nous, on va faire pareil, mais avec des meilleurs joueurs. Et peut-être en jouant encore plus méchant sur Embiid, parce qu'on voit qu'il peut aussi un peu. Encore plus. Là, avec Royce O'Neal, il y a eu un petit accrochage à un moment, et bon, c'est que Royce O'Neal. C'est des gentils, les Nets. C'est des gentils. Bon, c'est ça, Michael Bridges, tout ça. Moi, j'aime bien leur équipe. Bridges a encore été très très bon d'ailleurs en première mi-temps. S'ils sont pas à moins 35, c'est parce qu'il est là. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, et je pense qu'il y a aussi ce facteur, comme je disais, peut-être où Boston et d'autres peuvent mettre des mecs plus méchants et qui peuvent plus pousser Embiid dans ses retranchements en jouant plus dur encore, justement, parce qu'on voit qu'il se frustre aussi dans ces situations-là. Et après, il suffit que l'arbitrage soit moins entre guillemets arrangeant ou favorable, et ça peut. Donc ouais, en termes de recettes, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. Ils seront pas trop challengés, je pense, sur ce premier tour, mais pour la suite, ouais, je pense que c'est à suivre. Oui, c'est marrant parce que dans un podcast récent de Zach Lowe avec un invité dont j'ai oublié le nom, un ancien coach, il parlait de cette série et le coach en question disait que lui, ce qu'il essaierait de faire, en fait, c'est de foutre une mauvaise ambiance en fait, au sein des Nets, justement, effectivement, en disant, bon, bah voilà, on va faire des prises à 2, mais on va pas faire des prises à 2, pas des prises à 2 fortes systématiquement, en fait. Forcer Embiid à être en lecture de la défense, voir s'ils viennent vraiment, s'ils viennent pas vraiment, et derrière, si les joueurs si ça se passe mal, ou que les joueurs derrière, une fois qu'ils ont la balle, arrivent pas à marquer, jouer sur le fait que, comme tu le disais Antoine, qu'Embiid, il veut marquer ses points, et qu'il va se frustrer s'il voit que ses coéquipiers marquent pas leurs points, etc. Donc c'était assez marrant, parce qu'en gros, il pariait sur la même chose, quoi. Jouer sur des prises à 2, mais peut-être pas des prises à 2 systématiques, ou du moins des prises à 2 où tu viens trapper systématiquement des espèces de... Voilà... Forcer un coup j'y vais, un coup j'y vais. Voilà, pas. exactement. Est-ce que à le forcer à lire, parce qu'il a énormément progressé quand même à la passe et dans cette lecture, mais voilà, essayer de lui rendre la tâche un peu plus difficile, là où, comme tu le disais Antoine tout à l'heure, tu peux pas du tout tenter la même approche avec Jokic, parce que là, c'est pas les mêmes joueurs, hein, c'est pas grave, mais il y a un talent de passeur et de un coup d'œil qui sont complètement différents, c'est pas du tout les mêmes profils, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser. L'équipe de Philadelphie est belle quelque part, tu vois, les PJ Tucker, il y a des mecs intéressants. Je pense que c'est pas la meilleure équipe qu'a eu Embiid, parce que celle avec Butler, elle est quand même au-dessus, mais c'est une équipe qui a une carte à jouer. Mais voilà, franchement, sur ce premier match, je me dis, il y a des éléments déjà que tu peux retenir contre Philadelphie, quoi. J'aime bien la tactique. Sur un match qui gagne de 20 points. L'approche, mettre la mauvaise ambiance, ça me plaît bien. J'ai bien envie de voir ça, là. Franchement, je pense qu'effectivement, ça joue, parce que c'est quand même pas non plus... j'imagine ça va pas être à chaque fois, Doc Rivers nous dit que ces équipes, elles perdent parce que ça s'entend pas bien dans le groupe, et que, comme avec les Clippers, donc ouais, c'est une approche intéressante. De toute façon, ouais. D'habitude, c'est quand une équipe gagne, c'est grâce aux joueurs. Quand ils perdent, c'est à cause faute du coach. Avec Doc Rivers, tout le temps l'inverse, en fait. C'est l'inverse. Est-ce qu'il y a une autre série ou un autre match ou une autre perf qui vous a vraiment frappé durant ce premier... Enfin, cette première grande journée sur un week-end des playoffs? Moi, je pense que par rapport à tout ce qu'on avait dit avant et le nombre de fois où on s'est un peu alarmé du fait que ça ressemblait à une fin de cycle pour le Heat. Alors, je dis pas que le Heat va se qualifier, hein. Il y a eu des circonstances avec Giannis qui a été blessé, tout ça. Mais voilà, les mecs sont quand même... Ils ont peut-être ce fameux bouton pour dire à tout le monde, bon, on est increvable, vous n'allez pas nous avoir comme ça. Et puis c'est Jimmy Butler qui appuie sur ce fameux bouton, parce que quand il a envie, c'est le meilleur joueur sur le terrain, quasiment quand il a envie, quel que soit l'adversaire en face. Je te vois sourire, Théo, je sens que ça te fait plaisir.
Oui, c'est Jimmy One Time, parce qu'il ne va pas se répéter, il n'a pas le temps. C'est ça. Il a toujours ce côté, quand il l'a décidé, puis il est facile, c'est jamais difficile pour lui quand dans ces contextes-là. Ils arrivent à mettre 130 points à Milwaukee, donc à l'extérieur, même avec la blessure de Giannis. Je trouve que cette espèce de petite résurrection du 8, quoi qu'elle signifie pour la suite, parce que peut-être qu'ils vont perdre 4-1 si Giannis revient au prochain match et qu'après les Bucks trouvent leur rythme de croisière, ça se passera pas autrement, mais je trouve que c'est quand même admirable qu'ils arrivent à... Ils ont fait 2 matchs moyens sur le play-in, moyen c'est gentil, hein, plutôt inquiétant, et là tu les retrouves capables de battre l'équipe qui est communément acceptée comme le favori pour le titre. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez admirable. Après, vraiment, le gros point noir, c'est la fracture de la main pour Tyler Hero. Malheureusement, j'aurais été plutôt... Moi qui adore Jimmy Butler, vous devez commencer à le savoir, et qui aime bien Miami, j'aurais pu commencer à y croire s'il n'y avait pas eu cette blessure. Mais là, j'avoue que sans Tyler Hero, j'ai du mal à voir comment Miami pourrait réespérer mettre assez de points pour pouvoir passer... peut-être que Oladipo se réveille, que des joueurs... C'est beau que ce soit toi qui le dises, ça. Parce que moi, pendant 3 ans, j'ai dit, mais vous verrez quand il y aura Victor Oladipo qui va revenir. C'est vrai. Ça me fait plaisir que tu le dises. C'est marrant, pour moi, c'est la petite claque nécessaire pour les Bucks, en fait. C'est vrai, ils n'ont pas joué depuis une semaine. Le Heat est dans le rythme, sort de 2 matchs de play-in. Le Heat a une adresse phénoménale sur ce match, parce que les Bucks sont un peu moins défendus aussi. Et Météo va me taper, mais je pense que même sans Giannis, ils gagnent cette série, les Bucks. Très sincèrement, je pense que sans Giannis, ils la gagnent 4-2. Et genre, ils ne perdent qu'un seul match. Je suis très sérieux. J'ai peut-être complètement tort, hein, mais je suis très sérieux là-dessus. Je pense vraiment que les Bucks, ils n'ont pas joué leur match. Ils n'ont pas été au niveau des playoffs et de l'intensité que ça demande, parce que voilà, ça fait une semaine qu'ils ne jouent pas. Les mecs, ils dominent tout le monde sur la fin de saison. Et tu rejoues un premier match, tu joues contre une équipe qui n'a pas été impressionnante pendant le play-in. Il y a 4 jours, ils se faisaient ouvrir par Atlanta, Miami. Atlanta qui s'est fait écraser par Boston. Il n'y a que 13 points d'écart à la fin, mais c'était un massacre. Il y en avait 30 à un moment. Ouais, voilà, c'est ça. Les Celtics, ils ont joué, tu vois. Ils sont arrivés direct. Les Bucks, il y avait un peu de nonchalance. C'est pas la première fois pour les Bucks. C'est quelque chose qui arrive de temps en temps en playoff. Je vais pas jusqu'à dire souvent, mais ça leur arrive. Moi, je pense que c'était la petite gifle que le Heat aura. Peut-être qu'ils me donneront tort, mais 60% de réussite à 3 points. 15 sur 25, ça n'arrivera pas tout le temps. Kevin Love qui est aussi adroit, tout le monde a été fort. Il y a eu le Jimmy Butler game. Moi, j'ai peur que, pour le Heat, que Holiday, ce qui m'a intéressé du côté de Milwaukee, c'est que Middleton, il met 33 points. C'est quand même un mec sur qui on avait des frayeurs sur son genou. Moi, j'ai l'impression qu'au prochain match, ça va défendre beaucoup plus hardcore. Un bon match bien étouffant. Le Heat aime bien les matchs comme ça, sauf que, comme tu l'as dit, Théo, qui va mettre des points à Miami? C'est-à-dire que Milwaukee, ils peuvent se permettre de jouer un match comme ça et de quand même avoir Holiday qui met 20 points, Brook Lopez qui met 20 points, Middleton qui met 20 points, Bobby Portis qui met potentiellement 20 points. Tu as plusieurs mecs qui peuvent mettre des 3 points. J'ai l'impression que Miami, c'est bien, ça va aimer le duel physique, mais par contre, derrière, ça ne va pas marquer de points. Et je me méfie. Je vois bien Milwaukee, franchement, si Giannis y revient, il gagne les 4 de suite, mais je les vois vraiment pas perdre plus de 2 matchs, quoi. Mais Miami, ils ont déjà eu cette capacité à trouver des mecs entre guillemets improbables pour scorer. Donc je pense qu'ils auraient pas dû. Après, ils n'ont pas choisi entre la blessure de Giannis et tout. C'est la gifle, peut-être la piqûre de rappel nécessaire, mais c'est dangereux de donner confiance à des équipes comme Miami parce que Adebayo est pas encore au max. J'ai l'impression c'est pas encore la meilleure version de lui-même. Butler, il est capable de faire. On l'a vu, hein, il est capable de faire 4 matchs à 40 points. Il n'y a pas de problème. Hein. Max Strus, il commence à réussir à shooter un peu. Kevin Love était pas mal en dehors de son obsession pour provoquer des fautes offensives. Et Kyle Lowry, on l'a quasiment pas vu, mais on sait qu'on l'a vu au tour précédent qu'il est capable de refaire des matchs offensivement plus que corrects. Donc je me méfierais quand même. Les Bucks vont devoir vraiment, vraiment se reprendre vite, surtout s'il n'y a pas Giannis. Ouais, moi malheureusement, je suis un peu d'accord avec Antoine. En fait, j'ai l'impression que au-delà du scoring pur de Tyler Hero, il y a en fait cette année, je trouve qu'il avait vraiment progressé à la création et qu'il crée quand même, il monopolise beaucoup la défense.
s'il n'y a pas cet autre danger en plus de Jimmy Butler sur le terrain, j'arrive pas à voir d'où vont venir les points en fait pour Miami. Là, ils en ont mis 130 même. Je trouve ça assez incroyable qu'ils aient réussi à en mettre. Là, je pense qu'il leur faudra 2 matchs de suite pour en mettre 130 à la défense des Bucks pour les prochains matchs. Après, bien sûr, bon. Est-ce que Giannis pourra revenir dès le match 2 ou pas? Je sais pas. Il a l'air d'être tombé vraiment à plat. C'est hyper douloureux. Ouais. Si rien n'a bougé, il y a des chances qu'il puisse rejouer. Je vois pas. Si, encore une fois, c'est pas pour dire que Tyler Hero est un difference maker à ce point-là, mais s'il avait été sur le terrain, je me dis, bon, il n'y a pas Giannis. Peut-être tu peux essayer d'en prendre un deuxième. Si tu mènes 2-0 dans une série de playoffs, tout est possible en fait. C'est clair. Voilà. Surtout quand les 2 matchs sont à l'extérieur, quoi. Voilà. Ouais. Bon, après. L'ambiance de Miami, il n'y a personne avant la moitié du deuxième quart-temps, il n'y a personne après la moitié du troisième si jamais c'est pas serré. Bon, je blague bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas la salle la plus chaude non plus de NBA. Voilà. Je pense que Milwaukee va passer malgré tout. Après, voilà, par contre, là où je te rejoins, Shai, c'est que Jimmy Butler, il peut te sortir 4 matchs à 40 points. Par contre, si tu as besoin de ça, mieux vaut que ça soit vers la fin des playoffs qu'au début, quoi. Là, j'ai peur que, face à une défense aussi forte que celle de Milwaukee, j'ai peur que ça ne suffise pas du côté de Jimmy Butler, quoi. Possible, mais en tout cas, je suis un peu plus confiant qu'il y a quelques jours où je disais « Oula, ça sent la fin de cycle, c'est catastrophique, ils vont peut-être même pas aller en playoff. » Et voilà, ça reste admirable, ce côté inoxydable qu'ils ont, c'est... Bravo quand même, quoi qu'il advienne. Ça, c'est clair. Non, ça, c'est clair. Bon, voilà, on sait que c'est une équipe, de toute façon, qui manque pas de résilience, qui est super bien coachée. Donc, voilà, il faudra quand même les battre. Hein. Ça ne sera pas une partie de plaisir pour Milwaukee, ça, c'est clair. Moi, je voudrais revenir sur la victoire des Knicks, quand même. Après, voilà, belle victoire. Franchement, très belle victoire de New York. Là aussi, une équipe qui a montré qu'elle avait les ressources pour revenir, parce que Cleveland a mené au score. Et finalement, les Knicks sont revenus très fortes. On parlait ce matin, Jalen Brunson, impressionnant. Impressionnant sur la fin du match, notamment dans voilà, le sérieux et l'efficacité. Finalement, on sait qu'il en est capable, mais là, il a vraiment mis l'équipe sur ses épaules avec une assurance folle. Moi, j'ai trouvé... Je rebondis. Allez écouter le CQFR de ce matin, parce qu'Antoine disait plein de trucs intéressants sur Evan Mobley. Je pense que tu vas pouvoir en reparler aussi. Je pense qu'il y avait un peu de fébrilité du côté d'Evan Mobley. Il avait super bien entamé le match. Il met un dunk monstrueux pour lancer les Cavs tout de suite. Donovan Mitchell fait un carton extraordinaire avant la fin de la première mi-temps. Mais effectivement, je pense que cette équipe de Cleveland, elle a besoin d'alternance dans le scoring. Elle a besoin qu'Evan Mobley puisse apporter plus. Et à la fin, je l'ai trouvé effectivement emprunté. Je sais pas, je te tends une perche un peu, Antoine, parce que je sais que c'était quelque chose que tu avais repéré aussi. Ouais, je trouvais que ça manquait de précision. C'était précision le terme qui me semblait le plus juste, parce que c'est pas vraiment qu'une question d'adresse. C'est-à-dire qu'il a raté des tirs, mais je trouvais que c'était aussi voilà, une matière en matière de décision, de playmaking. Et quelque part, ce que me renforce l'impression de ce premier match, c'est que les Cavaliers ont énormément besoin d'Evan Mobley, en fait. Et c'est beaucoup de pression pour un sophomore. Je pense qu'Evan Mobley sera vraiment un super joueur. Il y a quelque chose de générationnel chez lui. Mais ça fait beaucoup de demandes pour une équipe qui a déjà des ambitions, qui est déjà tête de série, qui joue sa première série de playoffs sans LeBron depuis 1998, et il y a énormément de choses qui reposent sur les épaules d'un joueur qui n'est que dans sa 2e saison et qui joue ses premiers playoffs. C'est ce qui me fait un peu peur. Offensivement, j'ai l'impression que pour diversifier le jeu, il va falloir que ça passe par Mobley en tête de raquette, sur des short rolls, sur des écrans, en tout cas sur sa création. Après, surtout si les Knicks doublent les porteurs de balles, ou en tout cas... Souvent, le jeu va venir à lui. Il va falloir qu'il soit capable, 1, de punir, 2, de prendre des bonnes décisions, de mettre des tirs, de faire des passes et de diversifier pour que l'attaque ne soit pas purement extérieure. Ça fait déjà beaucoup de demandes en attaque, mais en plus, dans le même temps, j'ai l'impression qu'en défense, il va devoir combler beaucoup de brèches. On sait que Mitchell et Garland, ce n'est pas forcément les meilleurs défenseurs sur l'homme de la ligue. Il n'y a que Okoro, j'ai l'impression, il n'y a que Isaac Okoro qui peut défendre sur Jalen Brunson, sauf qu'Isaac Okoro... Ouais. Excuse-moi, je t'interromps une seconde, mais j'ai trouvé Donovan Mitchell excellent en défense dans ce premier match. Il a montré tous les progrès qu'il avait dit. Enfin, il avait dit qu'il avait passé l'été à bosser sur sa défense. Et sur ce premier match, j'ai trouvé vraiment que c'était pas le même joueur qu'on voyait à Utah, quoi. Oui, dans les efforts, comme dans la lignée de sa saison d'ailleurs, au final, dans les efforts, Donovan Mitchell, il y a plus d'engagement. Mais il va quand même avoir des limites. Ils sont face à un joueur très crafty. On parlait d'Austin Reeves, qui est très intelligent dans sa manière de pénétrer. Jalen Brunson aussi, c'est un démon, quoi. Il est petit, mais il est très robuste.
Il a donc comment t'appelles ça, un centre de gravité bas, plein de feintes, très intelligent. Il voit bien le jeu. C'est pas un très bon playmaker, mais il est très malin dans sa manière d'aller marquer ses points. Et en fait, à mi-distance, il va se régaler parce qu'il n'y a pas les meilleurs défenseurs extérieurs. Okoro, il est en mission sur lui. Okoro, c'est un bon défenseur, mais il ne sert à rien en attaque. C'est triste, en tout cas, pas grand-chose. J'exagère, hein, j'extrapole un peu, mais il ne sert pas à grand-chose. Donc, il va être que en mission sur, comme Vanderbilt le fait sur Morant, mais j'ai l'impression que Brunson a quand même le dessus sur ce duel. Et derrière, ils ont Allen qui protège très bien le cercle, mais il n'y a pas cette espèce d'entre-deux. Et c'est là où Brunson, il s'est régalé. Enfin, moi, je trouve qu'il s'est régalé dans toute cette zone entre 3 et 6 mètres du cercle, quoi. Et là, Mobley, avec ses longs bras et sa capacité à recouvrir plein d'espace, il va être aussi très attendu. Il va devoir boucher des brèches. Je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup de responsabilités pour un joueur aussi jeune qui joue ses premiers playoffs. Il en est capable, mais c'est une clé très intéressante et très importante pour Cleveland dès le premier tour en plus. Ouais, j'ai eu l'impression que chez Mobley, alors je veux pas toujours faire des comparaisons avec Chris Bosh, mais parce qu'en fait, c'est bon. Déjà physiquement, je trouve qu'il y a, dans la manière de se mouvoir, il y a vraiment des similitudes. Pardon. Mais je me rappelle avoir lu une interview de Chris Bosh, il y a un moment où finalement, il disait que le déclic pour lui à Toronto, c'est le moment où il a compris la manière dont les gens le regardaient en fait. Parce que lui, il se voyait pas comme le joueur qu'il est devenu, alors qu'il y avait certains de ses coéquipiers qui le voyaient déjà comme une espèce de star. Et en fait, dans ce match-là, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de timidité de la part d'Evan Mobley. Et alors, c'est peut-être de la psychologie de comptoir, mais pour qu'il y ait un déclic, il faut qu'il se rende compte finalement de son potentiel et de l'importance qu'il peut avoir, notamment en attaque. Et je pense alors ça va peut-être pas venir durant ses playoffs. Il est encore très jeune, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le truc qui manque. En fait, quand j'ai vu le début du match, je vais pas résumer le match à cette première action, mais il met un dunk énorme après un move magnifique. Je me suis dit, ah bah ça c'est l'attitude d'un mec qui va jouer ses playoffs. Et derrière, face à un mec comme Julius Randle qui est aussi, alors comment dire, flamboyant quelque part. Lui pour le coup, c'est limite c'est l'inverse quoi. Faut que tu dises de se calmer. Il pense qu'il est le meilleur joueur du monde, que personne ne peut lui parler, que ce soit un coéquipier ou un adversaire. Tu sens qu'il y a cette espèce de feu, de flamme en fait qui brûle. Evan Mobley, je pense que c'est un petit peu le gap, enfin la chose à corriger, mais même si tout vient pas de lui, hein, parce il faut aussi que le jeu passe plus par lui de manière structurelle, qu'il y ait plus de moments où il a la balle, ne serait-ce que pour donner cette alternance. Mais c'est ça, mais après, ce qui est compliqué, c'est que ce flegme et cette maturité, c'est aussi ce qui a fait de lui un aussi bon rookie, un aussi bon sophomore. Je trouve tu vois, la façon dont il a pris le pli d'être aussi attendu, d'être un des meilleurs défenseurs de l'année tout de suite. Je pense qu'effectivement, là, ce match-là, c'était un peu un reality check où il faut qu'il en fasse plus offensivement, ou que les Cavs l'utilisent plus. Mais je pense honnêtement qu'il va vite monter en régime dans la série. Moi aussi, je suis confiant. Parce que, et même il y a des actions où je le trouve tellement intelligent. Après le dunk dont tu parlais, à un moment il fait une passe dans le dos à Jarrett Allen aussi, près du cercle, alors que c'était pas le plus évident à faire. Tu vois, il y a des actions, il sent vraiment bien le jeu. Je sais pas, là c'était un match un peu particulier. Voilà, le premier match de playoff pour lui et pour beaucoup de ses coéquipiers. Je pense vraiment on va le voir monter en régime et que ça va être une série très 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 disputée, sans doute longue. Moi, comme je disais ce matin, c'est vraiment un match que j'ai bien aimé parce que ça me rappelait, c'était pas le festival offensif avec la réussite à 3 points de partout. C'est vraiment une série qui, je pense, va me plaire et va être très très serrée à l'est. Ouais, moi, je suis optimiste aussi, hein. Mais par contre, je pense que c'est la clé. Je pense que Cleveland passera que si Evan Mobley, justement, très possible. monte en régime sur cette série. Et est-ce que je reviens un peu à un papier qu'on avait fait il y a quelques semaines, ou peut-être, je ne me souviens plus de la date exacte, je suis désolé, mais on avait fait un papier là-dessus, sur Basket Session, sur le fait que le jeu devait passer plus par Mobley. Et moi, je pense que les Cavaliers, ils ont raté une occasion sur cette fin de saison régulière. Leur place, elle était déjà garantie. 3e ou 4e, je ne suis pas sûr que ça aurait été une énorme différence, mais pour le coup, laisser plus d'occasions à Mobley sur la fin de saison de s'exprimer balle en main et de s'exprimer en attaque, ça aurait pu servir pour ses playoffs. Ça aurait pu le mettre en jambe plutôt que d'un coup, en playoffs, se dire « Ah, en fait, ok, il faut encore. » Mais voilà,
justement pu tenir ce discours dont tu parlais, Théo, de hey, toi, t'es chaud, mais t'es pas chaud qu'en défense, faut qu'on te passe la balle, faut que t'aies le ballon et vas-y, exprime-toi, tente des choses. Ils avaient la saison régulière pour ça. C'est ce que font les bonnes équipes. Elles tentent des choses en saison régulière. Elles sont pas juste là pour gagner des matchs et pour avoir le meilleur bilan. Et à un moment, c'est l'étape. Si tu veux pas être qu'un outsider, tu te sers aussi de la saison régulière pour ça. Alors, ils ont le temps, les Cavaliers, hein, mais ils n'ont pas tout. Je veux dire, c'est pas grave. Si ça arrive pas maintenant, c'est pas grave. Mais ils auraient pu gagner un peu de temps en tentant ça sur les 2 derniers mois de la saison, je trouve. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. De toute façon, on va voir ce que ça va donner. Si on veut regarder du côté aussi positif du côté de Cleveland, c'est que je pense qu'ils ont clairement le meilleur joueur de la série. Donovan Mitchell a été excellent encore dans ce match-là. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont les 2 meilleurs ou pas. Là, pour l'instant, c'est pas le cas sur ce premier match. Ça peut être vraiment une des clés importantes de cette série. Ce qui est intéressant, on voit jouer New York, on se dit mais comment Dallas a pu laisser partir Jalen Brunson? Tu dis ça a aucun sens, quoi. Tu dis on va pas repartir sur Dallas, hein. On a déjà passé des podcasts entiers à parler de cette équipe-là, mais c'est quand même complètement fou d'avoir à ce point sous-coté un joueur qui était chez eux, quoi. C'est incompréhensible. J'ai presque envie de dire pareil les contextes sont très différents et les joueurs sont très différents, mais Josh Hart aussi, c'est quelque chose quand même. Enfin, la relation qu'il a avec Brunson, le côté Villanova et tout, enfin là, il est parfait pour les Knicks. Il leur apporte un truc c'est un pareil. Super joueur. C'est un Merci aux Blazers. Hein. Bah, c'est ça, ouais. Voilà. Oui, il savait pourquoi il le lâchait. Au moins, il savait pourquoi il le lâchait quelque part. Alors que... Oui, bien sûr. Ouais. Non, c'est cette relation entre les deux, ça marche au-delà de toute espérance. Hein. Je pense même pas, je sais même pas s'ils s'attendaient à ce que ça fonctionne aussi bien. Les Knicks sont à une explosion de R.J. Barrett d'être une équipe très très sérieuse. Alors, mais je sais pas que ça n'arrivera peut-être jamais. Ça fait 15 ans qu'on dit ça. Ça fait un moment qu'on attend, mais vous imaginez si cette équipe elle avait R.J. Barrett qui vivait à hauteur de ce potentiel. Les Knicks pourraient gratter le top 3. C'est vrai qu'il est offensivement, il est anecdotique, quoi. C'est ça qui est fou. Il a le talent, mais ouais. Mais après, il essaye, si tu veux. Il traverse pas non plus les matchs comme un fantôme. Il est actif en défense. Il vole des ballons, voilà. Mais c'est sûr que quand il est arrivé, on s'attendait à ce que ce soit la première ou deuxième option. Là, il est relégué assez loin. Quand tu as déjà Randle, Brunson qui est énorme, puis d'autres joueurs autour qui arrivent aussi à tirer leur épingle du jeu. Et là, c'est aussi un match où Immanuel Quickley a été anecdotique, alors que c'était leur meilleur joueur sur la fin de saison, quoi. Carrément. Bah, en tout cas, ouais, voilà, comme on l'avait senti venir, hein, que cette série, elle allait être passionnante, engagée défensivement, etc. Voilà, nous, c'était un petit peu les enseignements qu'on a tirés des premiers matchs du week-end. On sera bien sûr à fond tous les soirs maintenant jusqu'à la mi-juin, concentré sur le terrain. Tous les jours, donc tous les matins, aux alentours de 10h, à peu près le temps d'enregistrer, de sortir le CQFR vidéo. Vous pouvez retrouver tout ça sur vos plateformes préférées, YouTube, Spotify, Apple Podcast, voilà, vous connaissez. N'hésitez pas à écouter les CQFR. N'hésitez pas non plus à aller sur Basket Session, parce que ce qu'on fait en vidéo, c'est pas tout à fait ce qu'on fait à l'écrit, c'est un complément. Les deux choses vont vraiment main dans la main l'une avec l'autre. Il y a des papiers d'analyse sur Basket Session signés par Shai, Antoine et tout le reste de la rédaction. Nous, pour le prochain podcast, on vous donne format long, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, toujours la live session. Demain, Shai, Antoine, ce soir, je veux dire, mardi. Demain, mardi soir. Voilà, c'est les playoffs, je suis complètement perdu. Mardi soir. Vous pouvez retrouver la live session sur Twitch. Voilà, comme on vous l'a dit, on essaie de diversifier au maximum les formats et les contenus, que ce soit en vidéo, en live ou à l'écrit. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes. Vous savez comment fonctionnent les algorithmes. Ça nous aide énormément. Merci pour tous vos retours. Vous n'avez pas idée à quel point ça nous booste. Nous, en tout cas, on est ravis de vous retrouver semaine après semaine et presque maintenant jour après jour. Profitez bien des playoffs et à très vite. Ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.